Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre. Voici les titres. Le nouveau président en exercice de la CEDEAO ne perd pas de temps. À peine installé, le président de la République Faure Eswazimna Nyasimbe veut constater l'effectivité de la mise en œuvre des tests en vigueur dans l'espace. Cet après-midi, c'est à la frontière de Kodjoviakopé qu'il est allé se rendre compte de la libre circulation des personnes et des biens. Et peu avant cela, il était hier à Abuja, au Nigeria. Pourquoi la connexion à Internet est-elle difficile au Togo? C'est la principale interrogation des députés à l'Assemblée nationale à la ministre de l'économie numérique ce jeudi à l'hémicycle. Les réponses tout de suite dans ce journal. Et puis, 9 ans après son effectivité au Togo, le constat est unanime. Les cantines scolaires sont à pérenniser. Et pour prendre en charge plus d'élèves dans les prochaines années, une étude est élaborée et mise en validation depuis ce matin à Lomé. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Pas de temps à perdre pour le chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe. À peine installé dans ses fonctions de président en exercice de la CEDEAO, il est déjà sur le terrain. Cet après-midi, il est allé constater l'effectivité de la mise en œuvre des tests réglementant la libre circulation des personnes et des biens à la frontière de Kodjoviakopé. Et pour cela, le nouveau patron de la CEDEAO a écouté et échangé avec les premiers acteurs que sont les agents de police et de douane en poste à cette frontière. Le compte rendu avec Edem Sousoupo. Visite du chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe, président en exercice de la CEDEAO à la frontière Kodjoviakopé. Le président en exercice de la CEDEAO, Faure Eswazimna Nyasimbe, est allé se faire une idée de l'application des mesures liées à la libre circulation des personnes et des biens. Sur place, il a pu écouter les agents de la police et de la douane sur le déroulement des activités et surtout attirer leur attention sur la nécessité d'appliquer les tests dans l'intérêt des peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'était un premier constat, mais nous savons ce que la réalité est exactement et les plaintes des populations. C'est de nous assurer que les pratiques sont en totale conformité avec les textes. C'est un long travail. C'était plutôt d'attirer l'attention des services de police et de douane que les textes doivent être appliqués et que nous serons désormais très attentifs à cela. Non seulement moi en tant que président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais surtout les commissaires, il était avec moi, et la commission. Et je pense que c'est dans la poursuite de ces efforts, dans la persévérance, dans notre détermination, que nous pourrons arriver à la satisfaction des citoyens et des citoyennes de l'espace CEDEAO. Ce qui va être fait, c'est plutôt nos populations qui vont nous dire ce qu'elles ressentent. C'est le plus important, c'est leur satisfaction. Et donc, nous, tant qu'elles ne sont pas satisfaites, nous devons continuer les efforts et c'est une de nos priorités. Au service d'immigration, tout comme à la douane, à l'Office togolais des recettes, le président en exercice de la CEDEAO, accompagné du président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a voulu tout savoir pour mieux s'attaquer aux problèmes qui pourraient entraver la mise en application des tests de la communauté. Et le président en exercice de la CEDEAO l'a constaté, la réalité est tout au-dessus le terrain. Le respect des tests est mis en mal, on parle même de corruption aux frontières. Nous reviendrons tout à l'heure sur la réalité du terrain dans le courant de cette édition. Et c'est toujours avec son titre de président en exercice de la CEDEAO que le chef de l'État était hier à Abuja, au Nigeria. Une visite qui a permis au président Faure Nyasimbe de s'entretenir avec les premières autorités de ce pays sur des questions de coopération et des sujets d'intérêt comme Sylvain Abdou, de retour d'Abuja. Ce séjour du président de la République, Faure Eswazimna Nyasimbe, président en exercice de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, intervient au lendemain de son élection à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À Abuja, le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, a eu des échanges avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo. Les chantiers relatifs à l'intégration sous-régionale et la libre circulation des biens et des personnes ont été abordés par le chef de l'État et le vice-président du Nigeria.
Ce dernier s'est engagé à transmettre le contenu de leur discussion et les vœux de prompt rétablissement du président de la République, Faure Essoziemna Gnassingbé, au chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. À Monrovia, où s'est tenu le 51e sommet ordinaire de la CEDEAO, le chef de l'État, qui assure désormais la présidence en exercice de la CEDEAO, a appelé à la nécessité d'aller vers la création d'une CEDEAO des peuples et à enlever les dernières barrières au brassage et à l'imbrication des populations, responsabiliser la jeunesse et encourager la mobilité dans l'espace régional, mettre à contribution les hommes d'affaires, mettre à profit le potentiel démographique et miser sur l'agriculture et l'industrialisation. La première composante du programme d'urgence de développement communautaire a démarré il y a 6 mois déjà au Togo. Cette composante consiste en la construction d'infrastructures et d'équipements socio-économiques de base. Des pistes rurales sont en cours de réalisation à cet effet. Et que peut-on retenir? À quel rythme évoluent les travaux? Quelle est l'appréciation des populations bénéficiaires? Le ministre en charge des infrastructures et la représentante résidente du PNUD au Togo, qui pilote le PUDC, se sont rendus sur les différents chantiers pour le constater. L'étape de la région de la Kara ce soir avec la correspondance de Nestor Mozo. La construction ou réhabilitation des pistes rurales, un volet phare du programme d'urgence de développement communautaire. Pour la première phase de ce volet du PUDC, 69 km de pistes seront réalisées dans la région de la Kara. Ces 69 km sont répartis en 4 lots. Le premier va de Aloum à Broukou, soit 20 km. Namon Gerenkuka, 25 km, constitue le deuxième lot. Gerenkuka Kidjaboun, distant de 15 km, est le troisième lot. Le dernier fait pratiquement 15 km aussi. Il quitte Kidjaboun pour allier Kachamba. Les entreprises qui ont gagné ces marchés ont bouclé déjà 6 mois de travaux sur les chantiers. Le temps que les entreprises présentent les études, on a passé au moins le tiers du délai. Et quand les études ont été validées et que les travaux proprement dits ont commencé sur le chantier, là nous avons fait face à des pannes répétitives des engins. Et au niveau de certaines entreprises, à des problèmes d'approvisionnement. Surtout, en bref, il y a le suivi du planning, le respect du planning qui a été défaillant au niveau des entreprises adjudicataires. Après les travaux, on aura une piste en bon état avec 6 mètres de chaussée rechargée. Avec la capacité qu'on va lui donner, il va avoir une uniformité telle que la circulation va être vraiment sans problème. En mission de supervision, le ministre des Infrastructures et la représentante résidente du programme des Nations Unies au Togo, qui coordonne le PUDC, ont rencontré les populations bénéficiaires. Ils ont tenu à échanger avec elles pour voir l'appréciation qu'elles font des travaux qu'elles observent et leurs attentes. En tant que président du comité cantonal de développement d'Aloum, nous avons été très fiers de cette visite qui nous rassure. Parce qu'entre-temps, nous avons vu des gens venir commencer à faire le travail. On se demandait comment ça sort. Aujourd'hui, on est bien convaincus. C'est notre chef de l'État, le président Faure, qui a initié ce programme PUDC. Et de l'avis de toute la population, c'est la satisfaction complète. Bon, mais la population dit que c'est bien. Il faut qu'on parle du volet aussi de l'eau. Elle demande qu'après les infrastructures, l'eau est en train de gêner. Et les écoles ensuite. Notre préoccupation majeure, c'était la route. Actuellement, on a eu la route. On est dans la joie. On est très content parce que quoi? Avant, quand il y avait un malade, si on veut l'amener à l'hôpital, il n'y avait pas de moyens. Les élèves allaient à l'école, la route était impraticable. On souffrait pas mal. Actuellement, on est dans la joie. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Seulement, on ne peut pas dire qu'après la route, on ne veut plus rien. Il y a d'autres mots que nous endurons. Exemple de l'eau. On souffre de l'eau. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de produits pharmaceutiques au niveau de l'hôpital. Et on a besoin du lycée. Le taux d'avancement des travaux est globalement de 40% pour un délai consommé de 67%. Il y a donc un retard, mais le ministre chargé des infrastructures pense que le délai de finition peut être respecté. Dans ce genre de travaux, il y a toujours des problèmes à régler. Mais ce que nous avons vu, nous sommes vraiment satisfaits. Il y a des retards, mais par rapport au délai consommé,
c'est acceptable. Et nous espérons que si les entreprises, puisque ce sont des problèmes qu'elles ont eu à régler en interne, et ces problèmes sont aujourd'hui réglés comme elles nous le confirment, je crois qu'elles peuvent rester dans le délai, c'est-à-dire le 10 août 2017, à réceptionner techniquement. Je dis réception technique. Nous sommes heureux d'apprendre de la bouche même des populations qu'elles sont satisfaites, et comme nous aussi. Et nous avons circulé, j'ai eu l'occasion, avant le démarrage des travaux, de faire le tour de ces pistes-là. Je sais ce que c'est et je peux me mettre aux côtés même des populations pour faire un témoignage. Et nous avons pris quelques minutes pour parcourir 14 km, mais je vous dis qu'il y a 4 mois, ce n'était pas évident. Le programme d'urgence de développement communautaire est orienté vers les zones peu ou mal desservies. Le PIDC s'est assigné comme mission d'accélérer significativement l'accès des populations pauvres aux infrastructures et aux équipements sociaux et économiques de base afin de produire un impact tangible sur leurs conditions de vie. Le développement est ainsi fait. Un besoin satisfait en génère d'autres. Donc, nous avons recueilli, bien entendu, les doléances des populations qu'elles ont exprimées par rapport à la santé, par rapport à l'électrification, par rapport à l'éducation. Certaines de ces doléances sont déjà même prises en compte dans le PUDC. Mais puisqu'aujourd'hui nous étions là sur le volet des pistes, nous avons juste pris bonne note, mais nous allons revenir pour d'abord sur les autres composantes qui sont en train d'être mises en œuvre dans les préfectures et puis voir aussi les réponses que nous pouvons déjà traiter pendant que les entreprises sont là. Réduire les inégalités sociales à travers les interventions ciblées dans les communautés, corriger les déséquilibres entre les différentes régions en matière d'infrastructures. C'est ce à quoi s'attelle le PIDC. Il sera exécuté en plusieurs phases. La première phase qui est en cours prend fin en 2018. Le Togo s'apprête à participer au forum politique de haut niveau sur le développement durable en juillet prochain à New York aux États-Unis. À cet effet, un rapport a été élaboré pour noter les avancées réalisées pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, relever les difficultés pour corriger ce qui peut l'être. Et ce rapport est en cours de validation. Il permettra à notre pays, lors de ce forum, de partager ses expériences, apprendre des autres pour l'amélioration de sa politique de développement durable en lien avec les ODD. Les précisions avec Essowe Simba et Antoinette Romao. On va voir. En concevant les ODD, les parties prenantes ont lancé un appel mondial, celui d'agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Et depuis lors, le Togo a mené des actions pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Des progrès ont été réalisés notamment dans la lutte contre la pauvreté, la faim, la réalisation des infrastructures routières, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. La politique de santé est déjà adoptée et cette politique a pris en compte déjà les cibles, l'ODD 3. On ne dit pas que ce qui a été fait, mais on dit aussi les difficultés, les défis, les perspectives que nous avons pour améliorer notre façon de faire. Après sa première expérience réalisée avec succès, le Togo s'apprête une fois encore à participer à la deuxième édition du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Un rapport qui prend en compte les préoccupations mondiales a été élaboré à cet effet. Donc à cette occasion, le Togo profite de la connaissance des autres. On présente notre façon de faire et on nous dit c'est bien, cette partie vous pouvez l'améliorer. Et puis nous écoutons les autres aussi pour capitaliser, n'est-ce pas, sur toutes ces expériences-là. Il s'agira pour le Togo de partager ses expériences à ce forum qui se tiendra du 10 au 19 juillet prochain à New York, aux États-Unis, pour la prise en compte de ses objectifs dans son nouveau plan national de développement PND afin d'offrir un minimum vital à tous.
Près de 90 000 élèves du primaire bénéficient des cantines scolaires au Togo depuis la mise en œuvre du programme de fourniture de repas gratuits. Et une étude rendue publique ce jeudi fait le point du chemin parcouru depuis 9 ans et planifie le développement et la pérennisation du programme qui devra permettre de prendre en charge 200 000 élèves dans les 5 prochaines années. Nathalie Paneke. Le développement et la pérennisation des cantines scolaires au Togo préoccupent les acteurs impliqués dans l'alimentation scolaire. Ils analysent les propositions contenues dans une étude ici soumise à validation. C'est un rapport qui propose des voies, les moyens à suivre pour pouvoir faire la pérennisation. Ce rapport fait d'abord l'état des lieux du programme d'alimentation scolaire en faisant l'historique des cantines scolaires jusqu'au programme des cantines scolaires actuellement en cours. Et ensuite pose le problème de financement des cantines scolaires dans une perspective de la pérennisation. Ce programme est mis en œuvre depuis 2008 par le projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, avec 304 écoles bénéficiaires dans les 5 régions du Togo, soit un effectif de 87 858 élèves. Un projet qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Les écoles qui ont bénéficié de ce programme ont trouvé que d'abord l'effectif ça a boosté l'effectif et il y a eu un engouement pour l'école et les enfants se portent encore mieux. Et du fait que au moins par jour, ils ont un repas chaud. Dans certains milieux, 25 fois par jour pour un enfant, pour ces milieux-là que nous avons visités, ce n'est pas pensable. C'est pourquoi nous saluons hautement cette initiative du gouvernement et de la Banque mondiale. Une première évaluation de ce programme a enregistré une augmentation des effectifs scolaires de 9,4% dans les écoles bénéficiaires contre 7% dans les écoles non bénéficiaires. L'étude du rapport soumis donc à validation propose par ailleurs la création d'une agence nationale d'alimentation scolaire ANAS. Le programme de cantine scolaire fait appel aux agriculteurs locaux qui fournissent les produits de leur champ. Et pour de bons produits, il faut nécessairement de bonnes terres fertiles. Eh bien, le ministère en charge de l'agriculture a opté pour l'élaboration d'une nouvelle carte de fertilité des sols au Togo. Et pour la mise en application, il nécessite l'adhésion des producteurs. Ceux de Dangpen et de Bassar ont découvert le nouveau processus cette semaine. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. Les 3 600 000 hectares de sol cultivables au Togo se révèlent pauvres d'année en année. Le gouvernement s'est rendu compte de cette réalité et a pris des mesures pour réaliser de nouvelles cartes pédologiques en vue de savoir ce qui leur manque. L'Institut togolais de recherche agronomique conduit le processus. Il a été recommandé à l'ITRA d'associer les producteurs, notamment en leur apportant l'information afin de bénéficier de leur collaboration. Dans la région de Nakara, 5 préfectures sur les 7 ont été ciblées pour la tournée d'information. Après Koza, Doufelgou et Kiran, Dangpen et Bassar ont accueilli la délégation de l'ITRA. Pourquoi nous voulons sensibiliser la population? C'est pour leur expliquer le bien fondé de ce projet. Ils doivent savoir, parce que nous devons travailler avec eux. C'est eux les bénéficiaires du projet. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir augmenter le rendement de nos sols? Voilà la raison pour laquelle nous leur expliquons le projet, pour qu'ils puissent nous accueillir à bras ouverts et pour qu'ils puissent nous accompagner même dans l'exécution de ce projet-là. Dans la région de la Kara, les prélèvements se feront sur les 25 000 hectares de sol qui se situent dans l'agropole de Kara. Après le prélèvement du sol, nous irons à analyser au laboratoire les différents composants des sols, les différents éléments nutritifs du sol, comme l'azote, le potassium, le calcium, et la matière organique, le pH ou bien la qualité du sol. Et après cela, nous allons même déterminer certains éléments minéraux. C'est ce qui est intéressant pour ce travail d'élaboration de la carte de fertilité des sols. La carte pédologique du Togo en 1996 présentait une couleur verte. Cette couleur a viré au jaune aujourd'hui, signe de la dégradation des terres. Les efforts des paysans sont peu récompensés.
L'élaboration de la nouvelle carte des sols permettra de déceler ce dont ces sols ont besoin pour répondre aux attentes des producteurs. C'est un vrai rêve parce que nous, depuis fort longtemps, je me demandais où est-ce qu'on va avec cette dégradation des sols. Quelle sera la solution à trouver? Mais aujourd'hui, ce que nous venons d'entendre et de voir et écouter, nous avons reçu avec satisfaction l'information. Notre rôle dedans est que de partager l'information à ceux qui ne sont pas présents. Et le jour J, on va venir chez nous pour ce travail, qu'on puisse les accueillir bien. Malgré la dégradation des sols, le Togo enregistre depuis près de 10 ans des excédents alimentaires. Une fois les déficiences dont souffrent ces sols seront connues et corrigées, c'est possible que les excédents se décuplent. Et vous l'avez suivi en début d'édition, la visite sur le terrain cet après-midi du chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Foresos Mnanya-Zingbe, qui est donc allé constater l'effectivité ou plutôt la mise en œuvre des tests réglementant la libre circulation des personnes et des biens du côté de la frontière de Kodjo-Viakopé. Et le chef de l'État l'a constaté, la réalité est tout autre sur le terrain. Le respect des tests est mis à mal, on parle même de corruption aux frontières. Cette réalité du terrain avec ce reportage de Edem Sousoupo. Ces frontières de Ghana, ils nous demandent beaucoup de sous, ils nous demandent carnet de vaccination. Tu n'as pas de carnet de vaccination, on prend 3 000 chez toi. Après, on t'envoie dans une autre salle, on demande carte d'identité ou passeport. Si tu n'as pas les deux, moi j'ai présenté ma carte d'identité, ils ont dit non, te payer des sous encore. Je les ai payés. À l'entrée encore, on me demande encore, à la sortie, on me demande encore des sous, j'ai payé. À mon retour, maintenant, ça fait deux fois que j'ai payé. Maintenant, au niveau du Togo, vous avez les mêmes problèmes? Non, il n'y a pas de problème au niveau du Togo. Tout comme elle, nombreux sont les passagers qui subissent ces tracasseries sur les frontières de l'espace communautaire. La libre circulation des personnes et des biens a du plomb dans l'aile, surtout à certains endroits. Le mal est réel et le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, appelle à une prise de conscience des acteurs. À peine quelques jours, le 4 juin, il a décidé donc de faire un tour à la frontière pour aller voir la libre circulation des personnes et des marchandises. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme avancée? Il a voulu constater de ses propres yeux ce que nous avons eu à faire par caméra cachée dans un film qui s'appelle Taxi CEDEAO. Vous savez, nous avons projeté ce film en décembre à tous les chefs d'État et montré que la corruption sur nos frontières, sur nos routes, nos corridors, constitue le principal handicap pour la libre circulation des personnes dans notre zone. Ensuite, la libre circulation des marchandises. Là encore, c'est des problèmes. Alors donc, sa visite est un signal très fort et marque un début de son mandat. Et nous espérons que ses pairs feront la même chose. Au niveau du Togo, des efforts sont faits pour que les tests soient appliqués afin que le droit d'aller et venir soit une réalité. Pour ceux qui sont ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous vérifions la régularité de leur passage au niveau du Ghana et s'ils ont rempli toutes les formalités, eh bien nous mettons le cachet entrée qui leur permet d'accéder à notre territoire. La seconde catégorie des passagers, ce sont les non-ressortissants de la CEDEAO. Je vais parler de la CEMAC et les autres régions de l'Afrique. Alors, donc, pour ces gens-là, ils sont soumis, tous ces gens sont soumis au visa. Tous les ressortissants de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas soumis au visa. Et par conséquent, personne n'a le droit de prendre quelques ronds chez eux. Personne n'est obligé de donner l'argent et aucun fonctionnaire de police ou de l'immigration n'a le droit de demander de l'argent à un passager. Parce que vous savez, nous avons au niveau de la CEDEAO ce qu'on appelle la libre circulation des personnes et des biens. Et au nom de ce principe-là, on ne peut pas demander de l'argent aux gens parce que ça risque d'entraver cette dynamique. Pour les importateurs, il n'y a pas de distinction. Mais au niveau des marchandises, donc les marchandises communautaires,
celles qui sont fabriquées au Ghana, par exemple en Côte d'Ivoire, ou bien dans les autres pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il y a la détarification. Ils ne paient pas de droits de douane. Il n'y a pas de droit de porte. C'est à 0 francs. C'est seulement les taxes intérieures qui sont payées. Pour véritablement résoudre ce problème qui sape l'économie de la sous-région, les chefs d'État ont institué un groupe de travail. Ce groupe de travail va, selon Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, travailler avec le chef de l'État togolais afin que ce processus se traduise sur le terrain. Le signal qu'il a donné, c'est pour ses pairs également. Quand ils verront, chacun va prendre l'initiative et aux prochaines réunions, on va en parler. Et donc, on pourra essayer d'avancer un peu plus. Et vous savez, les chefs d'État ont décidé l'année dernière de mettre au point un groupe de travail dirigé par le général Salou Djibo, ancien chef de l'État du Niger. Ils sont passés déjà dans 7 pays, ils sont passés ici, et ils ont relevé plein d'irrégularités par rapport au texte. Par exemple, je prends la taxe de 11 000 qu'ils prennent sur les conteneurs en transit, ou bien les 70 000 qu'on prend, que la douane prend, sur les bordereaux de suivi des cargaisons. Et donc, ils ont présenté la situation après avoir rencontré et le secteur privé, et le secteur public, et les ministres qui ont pris les engagements de remédier à ces situations-là. Et donc, c'est comme ça que nous allons bâtir la CEDEAO des peuples. Malgré tout, la libre circulation des personnes et des marchandises s'améliore dans la zone CEDEAO, cette fois plus que dans le reste du continent. Le défi reste énorme et la volonté d'y parvenir est réelle. Et quittons la zone CEDEAO, direction les États-Unis avec cette interrogation. Donald Trump a-t-il outrepassé ses pouvoirs en faisant pression sur le FBI pour qu'il enterre une enquête gênante? C'était tout l'objet de l'audition devant le Sénat de l'ancien patron limogé il y a quelques semaines par le président américain. L'enjeu est de taille et c'est tout l'avenir de Donald Trump à la Maison-Blanche qui se joue. Un texte liminaire de 7 pages que l'ancien patron du FBI lira devant le Congrès ce jeudi. James Comey, dont l'audition est très attendue, y raconte ses rencontres avec le président avant d'être évincé le 9 mai dernier. La plupart de ce que Comey explique dans ce texte avait fuité dans la presse. Et ce que l'on savait déjà, c'est qu'il y a plein de moments gênants entre le directeur du FBI et le président Trump. Je ne pense pas qu'il y ait une preuve évidente dans ces documents qui montrerait que Trump a violé la loi. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Congrès va pouvoir l'interroger. James Comey donne un récit très détaillé. Il a commencé, après sa première rencontre avec le président le 6 janvier, à retranscrire le contenu de sa conversation sur un ordinateur portable dans un véhicule du FBI, juste devant la Trump Tower. Comey a continué de tout écrire lors des 8 autres discussions qu'il a eues en 4 mois avec Donald Trump. Et il confirme que le président lui aurait demandé plus tard dans le bureau ovale d'abandonner toute enquête sur Michael Flynn, son conseiller à la sécurité nationale, limogé en février. Le président a répété que Flynn n'avait rien fait de mal avec ses appels avec les Russes, mais qu'il avait trompé le vice-président. Il a alors dit « J'espère que vous pourrez y voir clair en laissant tomber cela, en laissant tomber avec Flynn. C'est un bon gars. J'espère que vous pourrez laisser tomber cela. » Dans ce récit, le malaise de Comey face à l'insistance du président est très perceptible. Après l'épisode du bureau ovale, il explique qu'avoir imploré le ministre de la Justice d'empêcher toute nouvelle communication directe avec le président. Les démocrates dénoncent une ligne rouge qui ouvre même pour certains la voie à une procédure de destitution. Le Watergate, c'est vraiment dérisoire à mes yeux, comparé à ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais les républicains défendent Donald Trump et rappellent que l'ancien directeur du FBI n'accuse le président d'aucun délit. Retour en page nationale pour vous annoncer que le volontariat togolais était à l'honneur cette semaine du côté de Bruxelles lors de la journée européenne. Et c'est la ministre en charge du développement à la base et de la jeunesse, Victoire Tomé-Gadobé, qui a donné l'exemple du Togo. Une présentation qui a été suivie ici dans notre pays par vidéoconférence. Le compte rendu avec Albertine Yakin. Cette journée européenne du développement, édition 2017, a permis à la Commission européenne d'impliquer un nouveau concept dans l'organisation de cette journée. En effet, 5 organisations étrangères ont présenté leur initiative innovante
portant sur des thématiques liées, entre autres, à la jeunesse, à l'égalité de genre, à un travail décent. Et au Togo, l'opportunité a été donnée à l'Agence nationale du volontariat du Togo de partager ses expériences avec d'autres pays. Et la ministre du Développement à la base depuis Bruxelles et par vidéoconférence a su permettre aux États présents d'apprécier ce qui est fait au Togo dans le volontariat. Chaque année, c'est un forum qui rassemble des milliers de personnes, beaucoup d'autres personnalités, que ce soit d'Afrique, d'autres pays et d'Europe, pour discuter de toutes sortes de thématiques de développement en direct, donc vous l'avez vu, entre la délégation de l'Union européenne ici à Lomé et Bruxelles, pendant cet événement où nous avions la chance d'avoir en direct la ministre Madame Dogbe à Bruxelles et notre ambassadeur qui donc se sont entretenus avec nous sur le programme de l'Agence nationale du volontariat au Togo. Nous sommes en train de développer le volet de volontariat international de réciprocité où dans l'Europe, puisque nous sommes à un événement de célébration des journées européennes de développement. En Europe, c'est seulement en France que nous avons déjà des partenariats pour envoyer des volontaires. Qu'on puisse aujourd'hui avoir d'autres pays européens qui accueillent des volontaires togolais et que nous aussi, en tant qu'agence, qu'on puisse accueillir d'autres volontaires de l'autre espace européen. Initié depuis 2011, le programme du volontariat national au Togo est porté à 11 000 volontaires composé de 8 000 compétences, 3 000 déscolarisés et des seniors selon les responsables de cette structure. Il ressort également que plus de 2 500 volontaires ont été engagés et la particularité est que plus de 35% des femmes ont été volontaires. Une nouvelle vague de jeunes leaders africains, en anglais Young African Leaders Initiative YALI, sélectionné au Togo pour le programme Mandela Washington Fellows, s'apprête à quitter notre pays pour 6 semaines de stage en leadership aux États-Unis. Ils iront acquérir des expériences qui lui viendront implanter dans leur communauté. Le compte rendu avec Clarisse Attiglé. Ils sont 12 jeunes leaders sélectionnés cette année pour le programme Mandela Washington Fellows 2017 au Togo. Grâce à l'initiative en faveur des jeunes leaders africains YALI, ils se rendront aux États-Unis pour 6 semaines de stage en leadership, constitution de réseau et développement de compétences. Du 15 juin au 3 août, ils seront répartis dans différents États et dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis d'Amérique. Moi, je suis en business et entrepreneuriat. Avec ce que je vais aller apprendre au Texas, je vais mieux savoir comment manager mes entreprises ici, parce que j'ai déjà créé des choses. Je vais déjà savoir comment faire la communication autour. Et déjà, on vous a parlé du réseautage. Donc, c'est une opportunité pour nous d'aller connaître d'autres Africains aussi qui font la même chose que nous faisons. J'ai été sélectionnée pour la filière administration publique parce qu'en fait, j'interviens dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, un des domaines de compétences sociales de l'État. Et donc, pendant cette formation, je vais en apprendre beaucoup plus sur ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait aussi dans les autres pays, parce qu'il y a des pays africains qui ont quand même assez avancé dans le domaine, qui vont partager leur expérience avec nous. Nous allons aussi tisser des partenariats stratégiques entre nous, Africains, mais aussi avec les communautés dans lesquelles nous allons étudier ce que nous allons apprendre là-bas pour pouvoir venir l'appliquer ici. Le Mandela Washington Fellows est le programme phare des États-Unis en faveur des jeunes leaders africains. Une initiative qui permet à des jeunes évoluant dans différents secteurs d'activité d'acquérir des connaissances pour faire évoluer leur plan de carrière. C'est un programme très joli, très important pour faciliter les jeunes leaders parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de talent ici au Togo et les solutions pour les problèmes de la société togolaise restent avec les Togolais. Et donc notre rôle, c'est de faciliter et d'encourager ces jeunes leaders de faire les changements positifs dans leur communauté et de développer leurs affaires et d'être les leaders dans la communauté. Démarré en 2014, le programme Mandela Washington Fellows est à sa 4e phase au Togo avec 39 boursiers. Cette année, ce sont au total 1000 jeunes leaders de 25 à 35 ans maîtrisant parfaitement l'anglais qui sont sélectionnés dans 49 pays en Afrique subsaharienne.
Sécurité à présent pour promouvoir, dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Entonnoir, une quantité importante de carburant illicite a été saisie dans la localité de Djereoué, dans la région des Plateaux. Et ces produits pétroliers et frelatés ont été présentés à la presse la semaine dernière au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le récit des faits avec Dodo Haré et Christine Pechekialode. Du carburant illicite saisi à Djereoué dans la région des Plateaux. Les nommés Ayebou, Agbesouké et Kokou Kaleb ont été appréhendés à bord d'un camion à provenance du Bénin qui transportait 128 fûts contenant 200 litres de carburant chacun, soit un total de plus de 20 000 litres. Un coup de plus de l'opération Entonnoir qui vise à lutter contre le trafic et la vente illicite des produits pétroliers. Depuis un certain temps, des renseignements dignes de foi font état de l'existence d'un vaste réseau de trafic de carburant desservant toute la région des Plateaux, à partir de la frontière est du Togo. Sur la base de ces renseignements, un dispositif de l'opération Entonnoir a été déployé afin d'identifier l'ensemble du réseau et le circuit d'approvisionnement. C'est le lieu de rappeler que le trafic illicite du carburant constitue une infraction au terme de l'article 333 du Code togolais des douanes. 272 185 litres de carburant frelaté ont été saisis au cours de cette année, ce qui explique la récurrence de ce phénomène et la nécessité d'une large sensibilisation de la population. La mobilisation des recettes au niveau de la douane sont perturbées à cause de la vente illicite de ce produit. Et donc, il faut une sensibilisation de la population. Et faire connaître à la population le danger qu'on court en alimentant ce réseau illicite-là. Les forces de l'ordre entendent accentuer la répression contre ce fléau qui a des conséquences sur la population, sur l'environnement et sur l'économie nationale. Je vous le disais également en titre, l'heure était à une séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale cet après-midi lors de la plénière. Les interrogations des honorables députés étaient à la ministre de l'économie numérique, Sina Lawson, qui devait donner des raisons à l'insuffisance de la fourniture de connexion Internet au Togo. Le compte rendu avec Essoham Tegouté. Pour cette séance de questions au gouvernement, Mme Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique, interpellée par le député Maître Dodji Apevon sur la qualité et le coût de la connexion Internet au Togo. L'Internet est de nos jours l'outil le plus important pour la gestion des affaires aussi bien étatiques que privées. Cela fait plusieurs mois que les Togolais se plaignent du débit et de l'instabilité de la connexion Internet dans notre pays. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles l'État et tous ses opérateurs publics et parapublics n'arrivent pas à fournir une connexion satisfaisante aux consommateurs? La question, quoique posée il y a longtemps, reste toujours d'actualité sur certains aspects, reconnaît la ministre. Madame Sina Lawson a expliqué le mécanisme de fourniture de la connexion Internet et relevé les difficultés liées à l'inadaptation des infrastructures, le problème d'installation et de maintenance, ainsi que les efforts en cours pour réduire le coût et améliorer ce service au Togo. J'espère, honorables députés, que vous avez eu l'occasion de voir hier à la télé la cérémonie de signature de la licence pour 2 nouveaux fournisseurs d'accès Internet au Togo. Je pense que c'est important parce que la problématique que nous rencontrons aujourd'hui est bien celle de l'Internet. Il y a quelques années, en matière de téléphonie, vous parliez de voix et vous me disiez « Ah, mais lorsqu'on passe un coup de fil, parfois on n'entend pas bien, etc. etc. » Aujourd'hui, ce n'est plus tellement votre préoccupation. Votre préoccupation est comment faire pour avoir un meilleur accès à l'Internet, notamment l'Internet haut débit, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Les équipes travaillent depuis des mois pour définir des politiques tarifaires plus avantageuses. La raison pour laquelle aujourd'hui Togo Télécom est en mesure de vendre de la capacité, ça ne veut pas dire que c'est de la capacité qui ne va pas au Togo, c'est-à-dire qu'ils ont de la capacité excédentaire de vendre de la capacité, notamment au Burkinabé,
c'est bien parce que leurs prix ont énormément baissé. La vraie problématique, elle est la suivante. Elle est que il y a un réel problème dans les réseaux Internet chez les particuliers. Dans vos maisons, il y a deux problèmes. Un, la connexion que vous achetez. Ce que nous avons demandé à Togo Télécom, c'est de relever les débits, c'est-à-dire de supprimer. Il y a certaines offres qui étaient trop basses. Puisque les personnes qui disent vouloir une connexion Internet veulent une connexion Internet, mais n'ont pas forcément les moyens d'avoir certains débits. D'accord? Donc, l'idée, c'est de supprimer les offres les plus basses et de garder les prix de ces offres pour avoir des débits. Là où vous avez 256, ils ont supprimé et ils ont donné 512 pour le prix de 256. Là où ils ont eu 1 méga, eh bien, les consommateurs sont passés à 2 mégas pour le prix d'1 méga. Le problème que vous avez, c'est que nombre d'entre vous, vous ne savez pas les débits que vous avez achetés et vos besoins sont de plus en plus importants. Si vous vous souvenez, il y a peut-être 10 ans, il y a 5 ans, lorsque vous utilisiez Internet, c'était vraiment pour envoyer un email ou deux. Maintenant, lorsque vous allez sur Internet, vous voulez télécharger des vidéos. Ce n'est pas le même débit dont vous avez besoin. Donc, vos besoins ont évolué. L'arrivée de 2 fournisseurs d'accès Internet et la lutte contre la cybercriminalité ont été autres préoccupations des députés. Des préoccupations auxquelles des réponses ont été trouvées avant la clôture de la séance par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Elle a dit que les opérateurs, les directeurs sont là. L'Assemblée nationale les invite vraiment à s'organiser, à s'équiper et à former aussi des ingénieurs en la matière afin que les réformes envisagées par le gouvernement, entreprises par Madame la ministre, portent leurs fruits. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile devait lui répondre sur les raisons de l'utilisation de l'armée dans le maintien de l'ordre. Ayant eu un empêchement de dernière minute, il est attendu dans les tout prochains jours. Et les honorables députés retourneront au Palais des Congrès le mardi 13 juin 2017 à 9h pour la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. C'est un communiqué du président de l'Assemblée nationale. Nous sommes jeudi et Claude Amar est fidèle au poste pour la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir, Anita. Claude, le sport national et la boxe en particulier est en deuil. Effectivement, Anita, l'ex-champion Kodjo Mensah Kwanlongo s'en est allé hier à la suite d'une longue maladie. Kia Mensah Kwanlongo, découvrons un aperçu du parcours de l'homme à travers ce sujet de Jean Koufi et Dedi. L'excellent, le meilleur boxeur, le maître des rings n'est plus. John Kodjo Mensah alias Kpalogo a tiré sa révérence mercredi 7 juin 2017 des suites d'une longue maladie. Ce grand nom du noble art a fait ses preuves de par le monde. 4 fois champion d'Afrique et vice-champion du monde en 1979, il a à son actif 65 combats dont 51 victoires, 6 arrêts de l'arbitre, 3 nuls et 4 défaites. John Kodjo Mensah alias Kpalogo a connu un parcours glorieux. Il est le pugiliste qui a le plus marqué l'histoire de la boxe togolaise. Né en 1942, il a passé son enfance au Ghana où il a embrassé sa carrière avant de regagner son pays, le Togo. Le champion, entouré de ses enfants dans les derniers moments de sa vie, s'est éteint chez lui à Lomé à Damavo dans sa 75e année. Claude, nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille éplorée, surtout à la grande famille de la boxe togolaise. Après la page nécrologique, intéressons-nous maintenant à la finale de l'édition 2017 du tournoi football qui a connu son dénouement hier au centre Olympa Africa de Kégué.
La compétition qui a démarré depuis le 6 avril avec plus d'une vingtaine d'équipes s'est disputée dans les catégories minimes et benjamin. Résumé, Johnson Aflim et Martin Sandani. Mankoubi. Pour la 3e année consécutive, les tout jeunes pratiquants du football net ont démontré non seulement leur talent, mais aussi leur capacité à respecter les règles de cette discipline. Le football net est un football éducatif qui au départ a des petites complications que les enfants maîtrisent difficilement. Mais dès qu'ils rentrent dans le jeu, ils commencent à comprendre. C'est le football où ils se fixent eux-mêmes des règles et ils n'ont pas d'arbitre, ils s'autogèrent. La finale des Benjamins 12-13 ans a opposé Feyenoord en bleu à Angers. Au bout de 15 minutes x2, Feyenoord victorieuse sur le terrain 1-0 a été également jugée plus disciplinée que son adversaire et s'en sort avec 8 points contre 6. Chez les minimes 13-15 ans, Planète Foot en jaune s'est d'abord imposé au tir au but 1-0 devant Cantalas avant de se voir désigné meilleur selon les règles par 8 points contre 6. Feyenoord chez les Benjamins et Planète Foot chez les minimes remportent donc les trophées mis en jeu de cette 3e édition du tournoi Football Net. Nous sommes partis avec 26 centres. Disons, nous sommes partis avec 20 centres et 6 écoles, 6 collèges. Et nous avons procédé par élimination avant d'arriver à cette finale. Donc au fur et à mesure des matchs, nous avons décelé qu'il y a plein de talents à découvrir dans ce Football Net. Mais l'objectif même de ce football, ce n'est pas forcément découvrir des talents, mais c'est de former des hommes de demain qui puissent s'autogérer, se prendre en charge eux-mêmes sans l'appui des autres. Après la phase nationale de Football Net, Lomé s'apprête à abriter le tournoi régional qui regroupe le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger, Sao Tomé et le Togo du 1er au 2 juillet prochain. Oui, Anita, nous avons donc suivi la finale de l'édition 2017 du Football Net. C'est l'essentiel de la part des sports de ce soir. Rendez-vous samedi à travers Sport et Détente. Et rendez-vous jeudi prochain également pour la page des sports. Et c'est cette série de communiqués pour terminer. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe le public à l'occasion des éditions 2018 et 2019 de la Journée internationale du jazz. Un appel à candidature est lancé par l'UNESCO afin de désigner les groupes pouvant représenter le Togo à cet événement international, à cet événement musical international majeur. Et à cet effet, les formulaires de candidature pour ces éditions devront être soumis à l'UNESCO en français ou en anglais au plus tard le vendredi 30 juin 2017 par l'adresse mail suivante jazzday@unesco.org avec copie à jazzday@monkinstitute.org. Pour plus d'informations, veuillez contacter le comité d'organisation de l'événement à l'adresse courriel suivante jazzday@unesco.org. Et la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à un déclenchement sur la ligne électrique en provenance de la Volta River Authority au Ghana ce jeudi 8 juin 2017 aux environs de 16h15. La fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les villes de Lomé, Thiévié et leurs environs. Les équipes techniques de la CEB et de la CET sont donc à pied d'œuvre pour un retour à la normale. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 21h, vous serez en compagnie de Lys Diamia et ses invités pour Jeudi Femmes. À 22h30, Prudence Zinsou vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.